On veut démontrer cette formule disant que la somme des indicatrices de l'aire des diviseurs d'un entier n vaut justement n. Je rappelle cette notation avec la barre verticale. Si x et y sont des entiers, je noterai donc x divise y avec une barre verticale pour dire, et c'est par définition, que y est un multiple de x, autrement dit qu'il existe un entier k tel que y soit égal à kx. Rappelons maintenant ce qu'on appelle l'indicatrice de l'aire. Donc si n est un entier naturel non nul, on va définir phi de n, donc phi c'est l'indicatrice de l'aire prise donc ici en n, ça va être le nombre d'entiers entre 1 et n qui sont premiers avec n. Autrement dit, je considère l'ensemble des entiers k compris entre 1 et n, et j'examine leur PGCD avec n. Et si les entiers sont premiers entre eux, eh bien, je sélectionne cet entier, et le cardinal de l'ensemble des entiers obtenus, c'est ce qu'on appelle phi de n. Donc pour prendre un exemple avec n égale 10, qu'est-ce que c'est que phi de 10? Eh bien, 10, c'est 2 fois 5. Donc, je cherche tous les entiers entre 1 et 10 qui sont premiers avec 10, donc qui sont à la fois impairs et non multiples de 5. Donc, ça donne quels entiers? On commence par 1, ensuite 3, 5, je l'écarte, 7 et 9. Donc, ça fait 4 entiers, en sorte que phi de 10 est égal à 4. On veut démontrer que la somme des phi de d lorsque d parcourt l'ensemble des diviseurs de n, et bien que cette somme est justement égale à n. Donc illustrons avec n égale 10. Donc les diviseurs de 10, il y a 1, donc je vais faire phi de 1, ensuite il y a 2, ensuite il y a 5, donc plus phi de 5, plus phi de 10. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça? Phi de 1, eh bien, c'est le nombre d'entiers entre 1 et 1 qui est premier avec 1, donc il y a juste 1. Phi de 2, c'est le nombre d'entiers entre 1 et 2 qui sont premiers avec 2, donc il y a juste 1, donc ça fait plus 1. Phi de 5, c'est le nombre d'entiers entre 1 et 5 qui sont premiers avec 5, donc il y a 1, 2, 3 et 4, donc ça fait 4 entiers. Et puis phi de 10, on l'a calculé plus haut, ça faisait 4. Donc ça fait 4 et 4, 8 et 2, 10. Et 10, c'est bien la valeur de laquelle on était parti. On va démontrer cette formule en utilisant des connaissances élémentaires de théorie des groupes. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître? Essentiellement ce qu'est l'ordre d'un élément dans un groupe, le théorème de Lagrange, des notions sur les groupes cycliques, et le cas particulier du groupe Z sur NZ, où n est un entier naturel non nul. Alors, quel rapport y a-t-il entre l'indicatrice de l'aire et les groupes, et plus précisément les groupes cycliques? Eh bien, cela tient au fait que si on considère le groupe Z sur grand N Z, donc grand N est un entier naturel non nul, eh bien, on sait que ce groupe, il est cyclique, et on connaît un générateur, on sait qu'il est engendré par exemple, la classe de 1. Alors, d'une manière générale, si G est un groupe abélien, noté additivement, je noterai X indice G, l'ensemble des générateurs de G, c'est-à-dire c'est l'ensemble des petits g d'un grand G, tel que le sous-groupe engendré par petit g soit grand G. Si G est fini d'ordre n, à ce moment-là, x indice G, c'est exactement l'ensemble des éléments petit g de grand G, tel que l'ordre de petit g soit l'ordre de G, c'est-à-dire grand N. Pour en revenir à notre groupe Z sur NZ, ce qu'on a précisé plus haut, c'est que la classe de 1 appartient donc à l'ensemble des générateurs du groupe Z sur NZ. Donc cet ensemble de générateurs, c'est grand X indice Z sur NZ. Et donc, quel est le lien avec l'indicatrice de l'aire? Eh bien, c'est que le nombre de générateurs du groupe Z sur NZ, donc X indice Z sur NZ, c'est l'ensemble des générateurs, eh bien, le cardinal de cet ensemble, eh bien, c'est phi de grand N. Donc, phi de grand N, c'est le nombre de générateurs du groupe cyclique Z sur NZ. Plus précisément, on peut établir que l'ensemble des générateurs du groupe additif Z sur NZ, eh bien, c'est former des classes d'éléments, K
K, où K est compris donc entre 1 et N, et qui sont premiers avec grand N, donc tel que le PGCD de K et de N soit égal à 1. Donc évidemment là, on reconnaît qu'il y a forcément phi de N éléments dans cet ensemble de générateurs. Ce résultat qui est classique est provisoirement admis et il sera prouvé en fin de vidéo. Confère l'horodatage dans la description. Maintenant, parlons du principe de la démonstration de la formule sur la somme des phi de D. On va se donner donc un entier naturel n non nul, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les éléments donc, de z sur nz, donc ce sont des classes de x, donc on va les regrouper suivant l'ordre de la classe de x. On va voir ça sur un exemple en prenant n égale 10. Donc je vais écrire la liste des éléments de z sur 10z, donc on va les appeler disons petit g, et plutôt que d'écrire classe de 1, classe de 2, etc. jusqu'à classe de 10, je vais écrire les éléments en les regroupant suivant qu'ils sont opposés ou pas. Donc j'ai classe de 1 et puis classe de moins 1, j'ai classe de 2 et classe de moins 2, classe de 3 et classe de moins 3, classe de 4 et classe de moins 4. J'ai 8 éléments, là, 2, 4, 6, 8, il m'en manque 2, donc il me manque la classe de 5, la classe de moins 5 étant égale à la classe de 5, et puis il me manque la classe de 0. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je cherche l'ordre des éléments de G, et il est bien connu que deux éléments qui sont symétriques ont même ordre. Donc ça va juste un petit peu accélérer les calculs. Donc là, je vais écrire l'ordre de G. Par ailleurs, je rappelle que l'ordre de la classe de X, c'est le plus petit entier K strictement positif, tel que si j'itère la classe de X K fois, j'obtienne le neutre du groupe, donc ici la classe de 0. Allons-y, la classe de 1, c'est un générateur de Z sur 10Z, donc son ordre c'est 10. Et il en va de même de son opposé. Combien de fois faut-il au minimum itérer la classe de 2 pour obtenir la classe de 0, donc la classe de 10? 5 fois, donc l'ordre de la classe de 2 c'est 5, ainsi que pour la classe de moins 2. Combien de fois faut-il au minimum itérer la classe de 3 pour obtenir un multiple, la classe d'un multiple de 10? Bon, il est à peu près clair que c'est 10, et puis c'est pareil pour la classe de moins 3. Pour la classe de 4, eh bien 4 fois 5, ça fait 20 qui est un multiple de 10, donc il est clair que c'est 5. Pareil pour la classe de moins 4. La classe de 5, 2 fois 5, 10, donc j'itère 2 fois, et la classe de 0, c'est l'élément neutre, donc son ordre, c'est 1. À partir de ce premier tableau, on peut en construire un autre en regroupant les éléments de Z sur 10Z suivant leur ordre. Donc cet ordre, on le lit ici dans la deuxième ligne, c'est forcément un diviseur D de 10, donc D est parmi 1, 2, 5 ou 10. Et puis donc je vais écrire dans la deuxième ligne du tableau le nombre d'éléments de Z sur 10Z qui ont pour ordre D. Donc si je prends D égale 1, je vois que 1 apparaît une seule fois, donc le cardinal c'est 1. Combien y a-t-il d'éléments d'ordre 2? Je regarde le tableau au-dessus et je vois que 2 n'apparaît qu'une seule fois, il apparaît donc ici, donc là j'ai 1. Les éléments d'ordre 5, eh bien je les vois 1 ici, 2, 3 et 4. Donc il y a 4 éléments d'ordre 5, et puis d'ordre 10, eh bien il y en a 1, 2, 3 et 4 également. Et donc ça me fait 4 et 4, 8 et 2, 10. Et qu'est-ce qu'on observe? Bien tout à l'heure on avait calculé les phi de D pour D diviseur de 10, et on avait trouvé donc 1, 2, 4, 4. Donc en fait, on s'aperçoit que phi de D, c'est aussi la première ligne, autrement dit, ici j'ai 1, 1, 4, 4. Donc ce que cet exemple nous montre, c'est que dans Z sur NZ, il semble y avoir phi de D éléments qui sont d'ordre D, où D est un diviseur de l'ordre du groupe. Donc revenons au cas général. Une notation d'abord, donc si G est un groupe fini,
et si D est un diviseur de l'ordre du groupe, je vais définir l'ensemble A indice D de G, qui va tout simplement être l'ensemble des éléments de G qui sont d'ordre D. Donc c'est l'ensemble des petits g dans grand G, tel que l'ordre de petit g soit égal à D. Donc désormais, je vais poser G égale Z sur NZ, où N est un entier naturel non nul. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Z sur NZ, donc G, c'est en fait la réunion des A indice D de G lorsque D parcourt l'ensemble des diviseurs de N. Pourquoi a-t-on cette égalité? Eh bien, on va regarder les deux inclusions. Commençons par celle-ci. Donc, si je prends un élément petit g appartenant à Z sur NZ, eh bien, cet élément, il a un ordre, disons, D, et ce D est évidemment un diviseur de l'ordre du groupe, diviseur de N, d'après le théorème de Lagrange. Donc, il apparaît que petit g appartient à A, indice D de G, et donc ça me prouve une inclusion. Et puis pour l'autre inclusion, en fait elle est évidente, parce que par construction de A indice D de G, eh bien les éléments de cet ensemble appartiennent à G. En outre, il est clair que la réunion est disjointe, c'est-à-dire que Z sur NZ est réunion disjointe, donc je vais mettre un plus à l'intérieur du symbole union, sur D divise N, des A indice D de G. En effet, un élément de G a un ordre unique, donc un élément de G ne peut pas être dans deux A indice D de G distincts. La conséquence de cette égalité, c'est qu'on a donc une partition de Z sur NZ, et donc si on passe aux cardinaux des ensembles, le cardinal de Z sur NZ, eh bien c'est N, donc j'en déduis que N, c'est la somme des cardinaux des A indice D de G lorsque D parcourt les diviseurs de N. Alors, que vaut le cardinal de A indice D de G? Eh bien, si on se fie à notre exemple avec N égale 10, il semblerait que ce cardinal, ce soit tout simplement phi de D. Il y a d'ailleurs un cas où on connaît la réponse. Si je regarde le cas où D égale N, autrement dit, si je considère l'ensemble AN formé donc des G dans G tel que l'ordre de petit g soit égal à N, alors comme N c'est l'ordre de G, en fait, ça c'est l'ensemble des petits g dans grand G qui sont des générateurs de grand G, donc tel que le sous-groupe engendré par petit g, ce soit grand G. Or, donc ici grand G c'est Z sur NZ, et on avait rappelé tout au début que le nombre de générateurs de Z sur NZ, c'était phi de N. Donc, si on prouve que quel que soit D diviseur de N, le cardinal de A indice D de G, que ce cardinal, il vaut phi de D. Alors, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on sait que N, c'est la somme sur D divisant N des cardinaux des A indice D de G. Et donc, ça fait la somme pour D divisant N des phi de D. Et donc, si on regarde le début et la fin, on a exactement la relation que l'on veut démontrer. Donc, pour conclure, il suffit de démontrer que le cardinal de A indice D de G est égal à phi de D. On se donne D1 diviseur de N et on va utiliser la remarque suivante. Si l'ordre de petit g c'est D, alors par définition de l'ordre, ou d'après une propriété de l'ordre, si j'itère G des fois, eh bien j'obtiens le neutre du groupe. Donc je rappelle ce qu'est A indice D de G, c'est tout simplement donc l'ensemble des éléments petit g de grand G qui sont d'ordre petit d. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Ici, on vient d'établir que A indice D de G est inclus dans l'ensemble des éléments petit g de grand G qui, itéré des fois, donne le neutre, donc tel que dg soit égal au neutre de G. Donc ça, je vais lui donner un nom, et je vais l'appeler grand H.
Et pour la commodité de la suite, je vais plutôt écrire les éléments de G sous forme de classes. Donc grand H, c'est l'ensemble des classes de X, telles que donc X appartiennent à Z, et des classes de X soient égales à la classe de 0. Et maintenant, le point capital à observer, c'est que l'ensemble H qu'on vient de définir est en fait un sous-groupe de Z sur NZ. Alors ça, c'est facile à voir. Il y a juste deux points à vérifier. Est-ce que la classe de 0 appartient à H? Eh bien oui, parce que si je fais des classes de 0, évidemment, ça me fait la classe de 0. Et puis, si je prends classe de X et classe de Y, deux éléments de H, je veux savoir si ça entraîne que la classe de X plus la classe de Y est encore dans H. Donc pour ça, je calcule D multiplié par classe de X plus classe de Y. Ça fait D classe de X plus D classe de Y. Ça fait donc classe de 0 plus classe de 0. Donc ça fait classe de 0. Et donc ceci prouve que H est bien un sous-groupe de Z sur NZ. En quoi cette remarque va-t-elle être capitale? Eh bien, l'ensemble A indice D de G, il est défini comme étant l'ensemble des petits g dans grand G, tel que l'ordre de petit g soit égal à D. Mais dès lors que A indice D de G est inclus dans H, et que H est un sous-groupe, eh bien, tout revient à chercher les éléments non plus de G, mais les éléments de H qui sont d'ordre D. Et H va se trouver être un sous-groupe beaucoup plus petit que G. On est donc amené à étudier l'ensemble H, le sous-groupe H, et j'ai rappelé donc comment il était défini. N'oublions pas que D est un diviseur de n, donc ça veut dire que je peux factoriser n par dq, où q est un certain entier naturel. Maintenant, essayons de caractériser grand H. Je vais partir d'un élément classe de X appartenant à grand H. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'itère la classe de X des fois, j'obtiens le neutre de G. Mais ça peut encore s'écrire dans Z sur NZ, la classe de DX est égale à la classe de 0. Et une classe est nulle si et seulement si son représentant est divisible par n. Donc ça veut exactement dire que n divise dx. Mais n, c'est dq, comme on l'a écrit ici. Donc c'est équivalent à dire que dq divise dx. Par conséquent, la classe de x appartient à h si et seulement si. Bon, je peux simplifier par d ici qui est différent de 0. Et donc j'obtiens que q divise x. Que q divise x, ça veut dire qu'il existe un certain entier k, tel que x est égal à k multiplié par q. Et donc ça c'est équivalent à dire qu'il existe un certain k entier tel que la classe de x soit égale donc à la classe de kq, donc à k classe de q. Et donc si on regarde le début et la fin de cette suite d'équivalence, il apparaît que h est tout simplement l'ensemble des k classes de q lorsque k parcourt z. Or, qu'est-ce qu'on reconnaît dans cet ensemble? Eh bien, on reconnaît les itérés de la classe de Q, et donc, ça veut dire que cet ensemble, ce n'est pas autre chose que le sous-groupe de Z sur NZ engendré par la classe de Q. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît? Eh bien, il apparaît que H est donc un groupe cyclique, et il est engendré par la classe de Q. Et donc, l'ordre de H, c'est l'ordre de l'élément classe de Q. On est donc amené à chercher l'ordre de la classe de Q. Q est défini de la manière suivante. On avait D qui était un diviseur de n, et Q est tout simplement le quotient de n par D. Donc de là, je déduis que, en passant aux classes dans Z sur NZ, que la classe de n est égale à la classe de dq, qui est encore égale à d fois la classe de q. Mais la classe de n, c'est la classe de 0. Donc je vois que si j'itère la classe de q d fois, eh bien j'obtiens l'élément neutre. Par conséquent, j'en déduis que l'ordre de la classe de q
est inférieur ou égal à D, étant entendu que D est strictement positif. Maintenant, supposons qu'on itère la classe de Q k fois, donc qu'on fait K classe de Q, où K est un entier qui est strictement positif et strictement inférieur à D. Donc ça vaut la classe de KQ. Mais K est compris entre 0 et D. Donc si je multiplie par Q, j'obtiens que KQ est compris entre 0 et puis DQ, et DQ c'est égal à N. Donc j'en déduis que KQ appartient à l'ensemble 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Et donc en particulier, j'en déduis que la classe de KQ dans Z sur NZ est forcément différente de 0. Donc qu'est-ce que ceci prouve? Eh bien les deux points précédents prouvent que la plus petite itération strictement positive de la classe de Q qui donne le neutre, eh bien c'est D. Donc on en déduit que l'ordre de la classe de Q, c'est exactement D. Rappelons qu'on avait prouvé tout à l'heure que le sous-groupe H était engendré par la classe de Q, et par conséquent, l'ordre du sous-groupe H, eh bien c'est tout simplement l'ordre de la classe de Q. Et l'ordre de la classe de Q, on vient de la calculer, c'est D. Donc qu'est-ce qu'on déduit de tout cela? Eh bien on en déduit que H est un groupe cyclique d'ordre D. Or, que cherche-t-on? On cherche le nombre d'éléments de l'ensemble A indice D de G, et on a vu que cet ensemble, c'était l'ensemble des G appartenant à H, à G au départ, mais ensuite à H, tel que l'ordre de G, ce soit petit d. Donc, on cherche le nombre d'éléments d'ordre D dans un groupe cyclique d'ordre D. Et ça, on a vu au début, sans le démontrer, que ce nombre, c'était phi de D. Donc, le cardinal de l'ensemble A indice D de G, comme annoncé, c'est bien phi de D. Pour conclure, il nous reste deux résultats à démontrer. Le premier d'entre eux étant que le nombre de générateurs du groupe quotient Z sur NZ, c'est phi de n lorsque n est un entier naturel non nul. Donc pour le démontrer, partons de la classe de X appartenant à Z sur NZ et caractérisons son appartenance à l'ensemble des générateurs. Donc la classe de X appartient à l'ensemble des générateurs de Z sur NZ. Ça entraîne que le sous-groupe engendré par la classe de X eh bien, contient la classe de 1. Et ça, c'est équivalent à dire... Donc si j'itère la classe de X un certain nombre de fois, je tombe sur la classe de 1. Autrement dit, qu'il existe un certain entier K, tel que K classe de X, ça fasse classe de 1. Maintenant, on va regarder si ici on a la réciproque. Donc supposons que la classe de 1 appartienne au sous-groupe engendré par X. Alors, en passant au sous-groupe engendré, par expansion, je vais avoir que le sous-groupe engendré par la classe de 1 va être un sous-groupe du sous-groupe engendré par X. Mais on avait vu que la classe de 1 était génératrice de Z sur NZ. Donc ça, c'est le groupe Z sur NZ. Et le sous-groupe engendré par X, bien sûr, il est inclus, c'est un sous-groupe de Z sur NZ. Donc, j'en déduis que le sous-groupe engendré par X est égal au groupe Z sur NZ. Et ça veut exactement dire que la classe de X appartient à l'ensemble des générateurs de Z sur NZ. Par conséquent, on a établi qu'on avait équivalence entre cette assertion que la classe de X engendre Z sur NZ, et cette assertion qui nous dit qu'il existe un entier K, tel que si j'itère la classe de X K fois, j'obtienne la classe de 1. Donc j'ai réécrit l'équivalence et on va en déduire une suite d'équivalences. Si K classe de X est égal à la classe de 1, c'est équivalent à dire que la classe de Kx-1 est égale à 0. Donc, l'assertion qui est ici est équivalente à dire qu'il existe un certain K entier, tel que donc ceci soit un multiple de n. Donc, ça veut dire qu'il existe un certain entier J, tel que Kx-1 soit de la forme Jn.
Ça, je peux encore le réécrire de la manière suivante. Il existe k et j entiers, tels que kx moins jn soit égal à 1. Et là, on reconnaît une relation de Bézout ici, qui nous dit exactement que x et n sont premiers entre eux. Donc ça, c'est équivalent à dire que le PGCD de x et de n est égal à 1. Maintenant, tout élément de z sur nz peut s'écrire classe de x, où x appartient à l'ensemble qui va de 1 jusqu'à grand N. Donc il apparaît que la classe de x est génératrice de z sur nz, autrement dit, appartient à grand X indice z sur nz, si et seulement si, d'après ce qu'on a vu ici, le PGCD de x et de n est égal à 1. Or, combien existe-t-il d'entiers x entre 1 et n qui sont premiers avec grand N? Il y en a phi de n. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'établir? Eh bien, on vient d'établir que le cardinal de l'ensemble des générateurs du groupe z sur nz, eh bien, que c'est phi de n. Maintenant, lors de la démonstration de la formule, on avait besoin d'un résultat un petit peu plus fort, c'est-à-dire que si G est un groupe cyclique d'ordre n, alors le nombre de générateurs de G, c'est phi de n. Donc ce résultat est un petit peu plus fort que le précédent parce que G n'est pas forcément Z sur NZ. C'est un groupe cyclique d'ordre grand N. La raison essentielle de ce résultat, c'est qu'en fait un groupe cyclique d'ordre grand N, eh bien, on peut démontrer facilement, et je vais l'admettre, qu'il est isomorphe à Z sur NZ. Donc quand deux groupes sont isomorphes, ça veut dire qu'ils sont copies structurelles l'un de l'autre. Donc on comprend assez bien que le nombre de générateurs de grand G soit le même que le nombre de générateurs de Z sur NZ. Et on a vu que ce nombre de générateurs, c'était phi de n. Donc on se doute bien que ça va s'appliquer à grand G. Toutefois, je vais donner une démonstration un petit peu plus formelle. Donc pour cela, il suffit que je démontre le résultat suivant. Supposons que G et G' sont deux groupes isomorphes par un isomorphisme de groupe phi. Eh bien, il suffit que je démontre que l'image des générateurs du départ par phi, eh bien, c'est les générateurs de l'arrivée. Pour la suite, je vais supposer que les groupes G et G' sont notés additivement, et je rappelle que les groupes G et G' a priori sont quelconques, ils sont disons seulement abéliens. Donc la démonstration se fait en deux temps. Je vais partir d'un élément petit g qui est un générateur de grand G. Donc ça veut dire que le sous-groupe engendré par petit g, c'est grand G. Je vais appeler G' l'image par phi de petit g. Et je vais regarder l'ensemble des itérés de G'. Donc je vais regarder l'ensemble des kG' lorsque k parcourt Z. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble des k phi de G lorsque k parcourt Z. Mais phi est un morphisme de groupe, donc ça c'est l'ensemble des phi de kg lorsque k parcourt Z. Or, l'ensemble des kg lorsque k parcourt Z, eh bien, c'est le groupe G. Pourquoi? Parce que petit g est un générateur de grand G. Donc, dans un groupe abélien, noté additivement, le sous-groupe engendré par petit g, c'est l'ensemble des itérés kg. Donc, il apparaît que l'ensemble qui est ici n'est autre que phi de grand G. Mais comme phi est une bijection, comme on le voit ici, eh bien, c'est que phi de g est égal à G'. Et par conséquent, si je regarde le début et la fin, je vois que G' est engendré par l'élément petit g'. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que G' appartient à X indice G'. Comme G était quelconque dans X indice G, eh bien, on vient de prouver que phi de XG est inclus dans X indice G'. Maintenant, si on reprend le raisonnement précédent
non plus avec phi, mais avec phi-1. Donc phi-1, c'est un isomorphisme de G' sur G. Donc si j'applique à phi-1 la conclusion que j'ai obtenue ici, j'obtiens que phi-1 de x indice G' est inclus dans x indice G. Comme phi est bijective, j'en déduis que x indice G' est inclus dans phi de x indice G. Et lorsque je compare ce résultat à celui que j'avais obtenu ici, eh bien, j'en déduis que phi de x indice G est égal à x indice G'. Évidemment, si xg est fini, j'en déduis que le cardinal de xg est égal au cardinal de xg'. Autrement dit, g et g' ont même nombre de générateurs. Alors le cas qui nous intéressait, c'était le cas d'un isomorphisme phi de notre groupe cyclique G d'ordre n sur Z sur nz. Donc c'est un isomorphisme, et donc le nombre de générateurs de G, eh bien, d'après ce qui précède, c'est le nombre de générateurs du groupe Z sur nz, et ça, au premier point, on avait établi que c'était phi de n. Donc, on vient d'établir que le nombre de générateurs d'un groupe cyclique d'ordre grand N, eh bien, c'est phi de n, ce qui termine définitivement la démonstration.